Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes qui ont consenti d'immenses sacrifices pour vous, sans que vous en ayez la moindre idée? Des personnes qui ont traversé les moments les plus sombres de leur vie, juste pour vous offrir des opportunités? Car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a bâti un empire de plusieurs milliards de dollars, qui a réalisé tout ce qu'il voulait, qui était au sommet de la réussite absolue, mais qui, un jeudi soir, dans son restaurant de luxe le plus emblématique, allait être confronté à la plus grande humiliation de sa vie, en découvrant qu'il avait trahi, expulsé et humilié publiquement la personne qu'il aimait le plus inconditionnellement au monde. Celle qu'il avait allaitée. Celle qui a sacrifié chaque fibre de son être pour pouvoir vivre. Et le pire, c'est qu'il l'a fait devant tout le monde, devant des investisseurs, des clients, des personnalités importantes. C'est une histoire qui vous bouleversera au plus profond de votre âme. Suivez-moi dans ce voyage, car la fin vous laissera sans voix et transformera votre vision du succès. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question très importante. Si vous pensez que chacun mérite une seconde chance, que la compassion reste la chose la plus importante au monde, que les mères méritent d'être honorées et respectées, laissez-nous un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur « S'abonner » dès maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes nos histoires qui vous toucheront, vous feront pleurer, vous feront réfléchir sur qui vous êtes et sur la personne que vous voulez être. Maintenant, accompagnez-moi dans ce voyage passionnant. Victor Enrique Montero avait 42 ans et possédait tout ce qu'un être humain pouvait désirer matériellement. En le regardant, on ne voyait pas seulement un homme d'affaires prospère, mais un phénomène économique, un homme qui avait accompli ce que peu de gens accomplissent en une vie. Ses entreprises généraient des milliards de réaux par an. Stratégiquement implantées dans la région de São Paulo, elles se développaient sur les marchés internationaux, générant des profits apparemment illimités. Des propriétés dans le centre-ville valaient des millions de réaux. Des restaurants 5 étoiles disséminés dans les principales capitales brésiliennes, où présidents et célébrités dînaient régulièrement. Des hôtels de luxe où les diplomates dormaient dans des lits aux draps de 1000 fils. Un yacht ancré dans la ville côtière de Santos, qui avait coûté 20 millions de réaux. Des voitures importées qui occupèrent les garages climatisés de ses différents appartements. Des œuvres d'art ornèrent les murs de ses résidences. Victor possédait absolument tout ce que la richesse pouvait acheter. Mais il y avait un prix invisible dont personne ne parlait. Il avait perdu son humanité en chemin. Le parcours de Victor avait commencé d'une manière complètement différente. Il était né dans une famille qui s'était désintégrée alors qu'il n'avait que 3 ans. Son père portait un autre nom, un autre patronyme, une vie complètement différente dans une ville lointaine. Lorsque le mariage de ses parents s'était terminé en flammes, avec de violentes disputes, des larmes et des humiliations publiques, sa mère s'était retrouvée seule, jeune, effrayée, désespérée, ne sachant absolument pas comment nourrir un petit garçon encore en couche et totalement dépendante d'elle. À cette époque, à la fin des années 1980, les opportunités d'emploi pour les femmes sans qualification professionnelle étaient quasi inexistantes à São Paulo. Sa mère, Marina Oliveira, avait fait tout ce qui était humainement possible. Elle travaillait comme journalière dans de grandes maisons du quartier de Morumbi à São Paulo, se levant avant le lever du soleil et rentrant à la nuit tombée. Elle travaillait comme commis de cuisine dans des restaurants bon marché, se brûlant les mains à la vapeur brûlante des casseroles et des fours, jour après jour. Il vendait des snacks de porte à porte, se réveillant à l'aube pour tout préparer de ses propres mains dans une petite cuisine d'une chambre louée. Et pourtant, l'argent n'était jamais suffisant. Jamais. Il y avait toujours plus de factures à payer que de ressources. Victor a grandi affamé, vêtu de vêtements déchirés, dans des maisons sans eau chaude. Marina a fait des sacrifices que la plupart des gens ne comprendraient ni ne supporteraient. Dans son désespoir le plus total, elle a cherché de l'aide dans un orphelinat catholique de la banlieue de São Paulo. Non pas parce qu'elle voulait abandonner son fils, le paradis, jamais. Mais parce que dans cette institution, il aurait eu la garantie d'avoir à manger chaque jour, un endroit sûr où dormir la nuit, une éducation formelle, des choses qu'elle ne pouvait se procurer seule, malgré tous ses efforts, jusqu'à s'évanouir d'épuisement dans son extrême pauvreté. 3 fois par semaine, après son travail épuisant, Marina rendait visite à Victor à l'orphelinat. Elle marchait des kilomètres pour s'y rendre, faute de moyens pour les transports en commun. Elle apportait des fruits trouvés sur les étals de rue ou un gâteau maison préparé au petit matin avec des ingrédients empruntés aux voisins. Elle s'asseyait avec son fils dans le petit jardin de l'orphelinat. Et tandis qu'il mangeait avec gourmandise ce qu'elle lui offrait, elle pleurait en silence, des larmes coulant sur son visage, marquées chaque jour davantage par des années d'intense souffrance. Victor, encore si petit, essayait d'essuyer ses larmes de ses petites mains d'enfant, demandant innocemment « Maman, pourquoi es-tu triste ?» Et elle mentait à son fils, car une mère ne peut pas laisser son enfant voir tout le poids de son désespoir. Elle souriait et disait que c'était des larmes de joie de le voir en bonne santé,
d'être avec lui, de l'avoir dans sa vie. À 15 ans, Victor reçut une bourse complète pour intégrer une prestigieuse école privée grâce à un programme social qui avait reconnu son brillant potentiel scolaire. Il était extraordinairement intelligent, profondément ambitieux et débordait de rêves. En apprenant la nouvelle, Marina tomba à genoux et remercia Dieu pour cette chance que son fils allait enfin avoir. Elle avait réussi à lui offrir une chance d'échapper à la misère qui la hantait au quotidien. Mais lorsque Victor entra dans cette école d'élite, entouré d'enfants aisés portant des chaussures et des sacs à dos importés de grandes marques internationales, il ressentit une honte profonde et lancinante qu'il n'oublierait jamais. C'était la honte de partir de rien, d'être pauvre, d'avoir une mère qui faisait le ménage. À cet instant, Victor prit une décision consciente. Il serait différent. Il ne serait pas comme sa mère. Il ne serait pas pauvre. Il ne laisserait pas la vie l'abattre comme elle l'avait fait. Il surmonterait ce passé malheureux par une ambition pure et une détermination absolue. Marina continua de lui rendre visite à l'école à plusieurs reprises, apportant un goûter qu'elle avait préparé avec amour, voulant savoir comment son fils réussissait à l'école, ses rêves, ses peurs. Mais Victor avait de moins en moins de temps pour la voir. Les cours l'accaparaient, les devoirs, l'obsession d'étudier pour intégrer une grande université. Et puis, ses nouveaux camarades, ne voyant pas sa mère venir le chercher dans ses vêtements simples, avec cette timidité et cette pauvreté évidente, Victor commença à trouver des excuses pour ne pas lui rendre visite le week-end. Les retrouvailles hebdomadaires commencèrent à avoir lieu une fois par mois, puis une fois tous les 3 mois, puis seulement pour des occasions spéciales comme Noël, et puis plus jamais. Marina souffrait en silence de la distance que son fils mettait entre eux, mais ne se plaignait jamais. Elle continuait à travailler, à rêver de sa réussite, à prier chaque soir pour qu'il ait une vie heureuse et prospère. Elle économisait chaque centime qu'elle gagnait, car même si Victor l'évitait, elle était sa mère, et les mères ne cessent jamais de prendre soin de leurs enfants, quel que soit leur âge. Victor entra dans une prestigieuse université privée pour étudier la gestion d'entreprise. Il était obsédé par l'ambition, l'intelligence et la réussite. Pendant que les autres étudiants faisaient la fête le week-end, Victor étudiait. Tandis que d'autres planifiaient leurs vacances, Victor élaborait des stratégies commerciales. À 22 ans, lorsqu'il obtint son diplôme, il avait déjà trouvé son premier investisseur et était prêt à lancer son propre empire. Marina pleura de joie en apprenant que son fils avait réussi. Victor lança sa première entreprise et elle fonctionna à merveille. L'argent commença à affluer. Il loua des appartements de plus en plus grands, puis acheta sa propre propriété. Il rencontra Fernanda Vasquez, la fille d'un magnate du textile. Il l'épousa à 27 ans, et ce mariage lui ouvrit les portes des cercles d'élite que Victor avait toujours rêvé de fréquenter. Le père de Fernanda lui présenta des personnes puissantes, des investisseurs importants et des hommes d'affaires renommés. C'est au moment même où Victor entamait son ascension royale que Marina le rechercha. Un mardi soir, elle frappa à la porte de son luxueux appartement du quartier des Jardins à São Paulo. Elle avait considérablement vieilli. Le travail acharné l'avait transformée en une femme qui paraissait avoir 60 ans alors qu'elle n'en avait que 45. Ses cheveux étaient gris. Ses mains étaient calleuses. Mais ses yeux brillaient encore de cet amour infini pour son fils. Lorsque Victor ouvrit la porte et vit sa mère là, souillée par la poussière du travail, les mains marquées par une vie de lutte, il ressentit un mélange confus d'émotions. Il y avait de l'amour, certes, mais aussi la honte qui s'était développée en lui comme un cancer au fil des ans. Fernanda était dans l'appartement et Victor vit le regard critique de sa femme en voyant cette femme manifestement pauvre, qui avait manifestement travaillé de ses mains toute sa vie. « Maman, que fais-tu ici ?» demanda Victor d'un ton glacial, bloquant la porte de son corps comme pour l'empêcher d'entrer. Marina commença à lui expliquer qu'elle était venue le voir, que cela faisait longtemps, qu'elle voulait célébrer sa réussite. Mais Victor ne la laissa pas finir. « Maman, ta place n'est pas ici. Tu n'as plus ta place dans ma vie maintenant. J'ai construit tout ça seul, par mes propres efforts et mon intelligence. Tu n'étais qu'un obstacle du passé que j'ai surmonté. S'il te plaît, va-t'en. » Marina partit, le cœur brisé en 1000 morceaux. Et à cet instant, Victor choisit la vie qu'il voulait. Une vie sans passé, une vie de pur luxe, une vie où il ferait comme s'il n'avait jamais été pauvre, comme s'il n'avait jamais eu de mère femme de ménage. Les années suivantes ont vu la croissance exponentielle de son entreprise. Victor a diversifié ses investissements, s'est lancé dans l'immobilier, a ouvert des chaînes de restaurants et des hôtels de luxe. Son nom est apparu dans les plus grands magazines économiques. À 30 ans, il était déjà multimillionnaire. À 40 ans, il était milliardaire. Son visage figurait en couverture des magazines. On l'arrêtait dans la rue pour lui demander des conseils en affaires.
Les universités l'invitaient à donner des conférences sur le leadership et l'entrepreneuriat. Mais tout cela avait un prix invisible. Son mariage avec Fernanda était vide, ses relations avec les employés étaient transactionnelles, ses amitiés superficielles. Victor avait complètement perdu la capacité d'éprouver une véritable empathie pour autrui. Et c'est à ce sommet de sa vie de luxe absolu que la vie a préparé une rencontre qui allait tout changer à jamais. C'était un jeudi soir, et Victor se trouvait dans son restaurant le plus emblématique, l'Élite gastronomique, situé dans un bâtiment historique rénové du centre-ville de São Paulo, dans un quartier entièrement gentrifié. Ce restaurant était le fleuron de son entreprise. Il était étoilé au Michelin. Le chef, français, avait été formé à Paris et possédait un CV impressionnant. Les convives de l'élite payaient plus de 1000 réaux pour un dîner pour deux. Diplomates, acteurs célèbres, hommes d'affaires renommés et femmes mariées à des hommes fortunés y venaient, avides de sophistication et de culture. Victor était assis à une table au fond du restaurant avec deux investisseurs potentiels, discutant de la possibilité d'étendre la chaîne à des pays européens comme la France, l'Italie et l'Espagne. Le contrat était estimé à des centaines de millions de réaux. Victor était euphorique, buvant un vin d'un millésime à 5000 réaux la bouteille, parlant comme un homme convaincu de gagner. La vie était parfaite. Tout se déroulait comme prévu. Vers 21h30, le maître d'hôtel, André Silva, qui travaillait avec Victor depuis plus de 10 ans, s'approcha de leur table, l'air visiblement gêné. « Monsieur Monteiro, nous avons un problème à l'entrée du restaurant. Une femme commande à manger, disant avoir faim. Les agents de sécurité la retiennent. Elle dit vous connaître. Visiblement, elle est sans domicile fixe. » Victor marqua une pause dans sa conversation. Ses yeux se plissèrent. Il regarda les investisseurs et, à cet instant, le pire de sa nature apparut. « Dites-lui de se faire expulser », dit Victor avec une froideur absolue, comme s'il demandait au serveur d'effacer une tache sur une nappe. « Appelez la police, si nécessaire. Je ne veux pas que ce genre de personne rôde à l'entrée de mon établissement. Elle gâche l'expérience client. Elle nuit à ma réputation. Je veux qu'elle disparaisse. » André fit un geste gêné. « Monsieur Monteiro, elle s'évanouit de faim. Elle semble avoir de sérieux problèmes. On pourrait peut-être lui offrir un repas. »« Sortez !» interrompit Victor d'une voix plus dure, haussant le ton, si bien que certains clients jetèrent un regard curieux et gêné à sa table. « Maintenant, je ne veux pas la voir ici. Je ne veux pas l'entendre. Si elle ne part pas, appelez la police. Compris ?» André partit, l'air profondément déçu. Quelques minutes plus tard, on entendit clairement du grabuge à l'entrée du restaurant. Des cris, le bruit d'objets qui tombaient, les voix des agents de sécurité s'élevèrent, le babillage désespéré d'une femme. Victor, irrité d'être dérangé en cette période d'une affaire aussi importante, se leva et s'avança vers le tumulte, prêt à demander aux agents de sécurité de se montrer plus discrets. Arrivé à l'entrée, il vit une scène qui le marquerait à jamais. Deux gardes de sécurité imposants et musclés transportaient une femme âgée, se débattant désespérément. Elle portait des vêtements usés, déchirés à plusieurs endroits, couverts de saleté accumulée depuis des jours. Ses cheveux étaient gris et hirsutes, bien différents de ceux dont Victor se souvenait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de s'accrocher aux gardes, réclamant désespérément un morceau de pain, un verre d'eau, tout ce qui pouvait apaiser la faim qui la tenaillait depuis des jours. « S'il vous plaît !» hurla-t-elle tandis qu'on la traînait à travers la porte vitrée du restaurant sur le trottoir glacé de la nuit. « J'ai juste besoin de manger quelque chose, n'importe quoi. Je meurs de faim depuis des jours. Je n'ai pas mangé depuis une éternité. Je suis si faible. S'il vous plaît. Je connais le propriétaire. Je connais Victor. C'est mon... Il est... » La femme était si faible qu'elle a failli s'effondrer lorsque les agents de sécurité l'ont libérée dans la rue. Elle est tombée à genoux sur le trottoir froid de São Paulo, son regard scrutant la vitrine du restaurant, cherchant ce visage qu'elle reconnaîtrait parmi des millions, cherchant son fils qui était là, juste là, observant la scène avec une expression qui n'avait rien de compatissant. Et c'est à cet instant précis que Victor vit le visage de cette femme, et l'espace d'un instant, un éclair, il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Il y avait quelque chose dans sa façon de le regarder. Il y avait quelque chose dans cette voix qui criait son nom. Mais il étouffa immédiatement ce sentiment, car le reconnaître aurait signifié une erreur irréparable, et Victor n'en faisait pas, du moins c'est ce qu'il se disait pour garder la raison. « Madame !» dit Victor en descendant les marches du restaurant pour se retrouver face à face avec la femme allongée par terre, sa voix mêlant mépris et froideur absolue. « Comment osez-vous venir mendier ici ? Comment osez-vous utiliser mon nom pour obtenir ce que vous désirez ? C'est un établissement chic, raffiné et sophistiqué. Les clients ici paient le prix fort pour une expérience raffinée, pour se retrouver dans un environnement où les gens comme vous n'existent pas.
Votre présence et votre souffrance sont des insultes à tout ce que je représente. Votre misère pollue l'espace. Demandez l'aide sociale si vous en avez vraiment besoin. Allez à la soupe populaire d'une institution religieuse. Mais ne venez pas ici apporter votre désespoir, votre faim, votre souffrance dans mon restaurant. La femme, assise sur le trottoir, le visage baigné de larmes incessantes, qui coulaient comme un fleuve de douleur, regardait Victor avec une intensité presque surnaturelle. Ses yeux étaient emplis d'un désespoir profond, et d'autre chose, un mélange d'amour profond et de douleur incomprise. Elle essaya de se lever, mais ses forces l'en empêchèrent. Ses genoux étaient émeurtris par le temps passé à genoux dans les rues de São Paulo. Ses poumons étaient affaiblis par la faim prolongée. Ses lèvres remuaient comme si elles voulaient dire quelque chose, comme si elles voulaient crier quelque chose d'essentiel à ce que Victor comprenne. « Victor, mon fils », parvint-elle à murmurer, sa voix tremblante comme des feuilles au vent. « C'est moi. Je suis Marina. Ta mère. Je voulais juste te voir. Tu l'as fait. Tu es devenu quelqu'un d'important. J'étais si fière, si heureuse. » Et à cet instant, le visage de Victor changea du tout au tout. Son corps tout entier se figea comme une statue. Ses yeux s'écarquillèrent de façon grotesque. Son souffle s'arrêta un instant qui lui sembla une éternité. Il y avait un nom qu'il avait enfoui au plus profond de son passé, si profondément ancré qu'il l'avait presque complètement effacé de sa mémoire. Marina, sa mère, la femme qui avait fait le ménage pour qu'il puisse manger. La femme qui avait dormi sur le sol froid, juste pour qu'il ait un endroit sûr à l'orphelinat. La femme qui avait sacrifié chaque fibre de son être et chaque instant de sa vie pour qu'il puisse avoir des opportunités. L'espace d'un bref instant, un bref instant éclairant. Quelque chose au plus profond de Victor s'éveilla. Une compréhension totale, un remords absolu. Une vague de souvenirs qu'il avait refoulés pendant tant d'années. L'amour que cette femme lui avait toujours témoigné. Les sacrifices qu'il comprenait désormais pleinement dans leur cruauté. Mais à cet instant précis, comme si une porte s'était refermée sur lui, Victor choisit son chemin. Il se tourna vers l'un des agents de sécurité et pointa Marina du doigt avec une froideur absolue. « Sortez-la d'ici, tout de suite. Je ne veux pas la voir, je ne veux pas l'entendre. Et si elle essaie de revenir, la police l'emmènera de force. Je suis sérieux. Emmenez-la loin d'ici. » Sur ces mots, Victor fit demi-tour et retourna dans le restaurant, fermant la porte vitrée avec un bruit sourd qui sembla résonner dans tout São Paulo. Marina criait son nom dehors, suppliant qu'on lui accorde une minute, juste une chance de parler à son fils. Mais personne ne l'entendit. Des agents de sécurité l'emportèrent à plusieurs pâtés de maison, et Victor retourna à sa table comme si de rien n'était. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre dévastatrice. Pour Victor, ces 3 jours furent remplis d'un bouleversement émotionnel refoulé qu'il refusait d'admettre. Le jour, il fonctionnait normalement. Réunions avec des investisseurs, conférences téléphoniques avec des dirigeants, décisions portant sur des millions de réaux. Mais le soir, lorsqu'il se retrouvait enfin seul dans son bureau, au sommet d'un immeuble de 40 étages, contemplant les lumières de São Paulo s'étendant à perte de vue, quelque chose le hantait constamment. Ce visage, cette voix. « Marina, ta mère !» Pendant ce temps, Marina traversait une épreuve indescriptible. La nuit même où elle avait été expulsée du restaurant, elle s'était réfugiée dans un refuge pour sans-abri du quartier de Bela Vista à São Paulo. Ce refuge était surpeuplé, où des centaines de personnes trouvaient refuge chaque nuit. Les conditions d'hygiène étaient épouvantables. L'odeur était insupportable. Les gens dormaient sur de vieux matelas posés à même le sol froid, si serrés les uns contre les autres qu'il était impossible de se déplacer sans toucher quelqu'un. Marina était à la rue depuis plus de 6 mois, depuis qu'elle avait finalement perdu la petite maison qu'elle avait louée au prix de grandes difficultés. Comment en était-elle arrivée là? L'histoire était simple, banale, répétée des millions de fois dans les grandes villes du monde entier. Marina avait perdu son emploi de femme de ménage qu'elle occupait depuis plus de 30 ans, lorsque son employeur avait dû ajuster ses dépenses. À 68 ans, trouver un autre emploi s'était avéré totalement impossible. Les employeurs recherchèrent des jeunes, des personnes dynamiques, capables de travailler pour un salaire inférieur à son salaire. Elle avait désespérément cherché du travail pendant des mois, en vain. Son petit capital, accumulé au fil de décennies de dur labeur, avait rapidement été épuisé par le loyer et les dépenses alimentaires de base. Elle avait tenté à maintes reprises de retrouver son fils. Elle avait essayé par tous les moyens possibles de le contacter. Elle avait appelé ses entreprises, mais les secrétaires lui raccrochaient toujours au nez, soit qu'elle ne comprenait pas, soit qu'elle n'accordait aucune importance au désespoir dans sa voix. Elle s'était rendue personnellement dans les bâtiments où travaillait Victor. Mais elle était toujours refoulée brutalement à la réception. Elle avait écrit des lettres restées sans réponse.
Elle avait vécu un deuxième abandon, encore plus douloureux que le premier, car cette fois, il avait le choix et il avait choisi de ne pas l'aider. Au cours des 6 derniers mois passés dans la rue, Marina avait vieilli de 10 ans supplémentaires, à un rythme accéléré. Son corps s'était rapidement détérioré. La malnutrition l'avait laissée trop faible pour travailler, même si elle avait trouvé un emploi. Des maladies étaient apparues, une toux persistante qui ne cessait pas, des douleurs articulaires qui la rendaient presque immobile certains matins, une infection cutanée qui ne guérissait pas faute d'hygiène. Elle n'avait qu'un seul vêtement de rechange, qu'elle lavait rarement à l'eau froide lorsqu'elle avait accès à un robinet public. Ses ongles étaient noirs de crasse incrustée. Ses dents commençaient à tomber à cause d'une malnutrition prolongée. Malgré tout, Marina n'avait pas perdu espoir que son fils la reconnaisse. Elle avait conservé un journal avec la photo de Victor dans un article important sur les entrepreneurs à succès. Elle avait lu ce journal des centaines de fois, pleuré en voyant cette photo des centaines de fois. Le 3e jour après son admission à l'hôpital public de la zone est de São Paulo, une infirmière nommée Renata, une quinquagénaire qui y travaillait depuis plus de 20 ans, s'assit à côté du lit de Marina. « Avez-vous quelqu'un ? Quelqu'un que nous pourrions appeler pour vous rendre visite ?» demanda doucement Renata en tenant la main desséchée de Marina. Marina regarda Renata avec des yeux qui brûlaient encore d'amour, même à l'approche de la mort. « Mon fils, » murmura-t-elle. « Il s'appelle Victor. Victor Henrique Monteiro. C'est un homme très important maintenant, un homme d'affaires. Il a de nombreuses entreprises à São Paulo et dans d'autres villes. » Renata ouvrit légèrement les yeux. Elle connaissait ce nom. Tout le monde à São Paulo le connaissait. C'est le milliardaire ? Le propriétaire de restaurants et d'hôtels de luxe ? Le propriétaire de l'élite gastronomique ? Marina hocha lentement la tête. Oui, c'est mon fils. Mon bébé. Je l'ai élevé seul quand il était petit. J'ai tout fait pour lui. Tout mon possible. Et maintenant ? La voix de Marina s'éteignit et elle se mit à pleurer en silence, des larmes ruisselant sur son visage maigre et ridé. Renata passa les heures suivantes à essayer de contacter Victor par différents moyens. Elle appela son entreprise principale à plusieurs reprises. Elle fut mutée dans plusieurs services. Finalement, elle parvint à joindre un assistant de direction nommé Felipe, qui l'écouta attentivement et promit de transmettre le message à Victor. Renata lui donna des informations sur Marina, son emplacement à l'hôpital public et son état critique. Victor reçut le message le lendemain matin dans son bureau. 2 heures plus tard, Victor se tenait à l'entrée de l'hôpital public de la zone est de São Paulo. Il était venu seul, sans agent de sécurité ni assistant de direction. Il était entré par les mêmes portes que celles utilisées par les pauvres qui n'avaient pas les moyens de payer les hôpitaux privés de luxe. Il avait pris les ascenseurs, qui sentaient le désinfectant et la maladie. Il avait suivi les panneaux jusqu'au service où Marina était hospitalisée. Lorsqu'il aperçut enfin sa mère, Victor s'arrêta un long moment sur le seuil de la chambre. Marina était allongée sur un lit d'hôpital simple, sa respiration faible et irrégulière, aidée par un masque à oxygène en plastique transparent. Son corps était presque un squelette recouvert d'une peau fine et translucide. Ses cheveux blancs étaient éparpillés sur le simple oreiller. Ses bras maigres étaient reliés à des perfusions qui ne lui fournissaient que les nutriments et les fluides de base pour la maintenir en vie. C'était elle qui l'avait élevée, qui avait consenti d'immenses sacrifices pour lui, mais qui était aussi presque méconnaissable dans la mort lente qu'elle subissait. Victor s'approcha lentement du lit et s'assit à côté d'elle. À cet instant, tout s'écroula. Toutes les années de difficultés qu'il avait construites autour de lui, tous les murs d'indifférence qu'il avait érigés pour se protéger, tout cela se dissolvait en larmes qui se mirent à couler sur son visage. Il prit la main de sa mère, la main qui avait travaillé pour lui toute sa vie, et se mit à pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Marina se réveilla lentement, confuse, et vit le visage de son fils à travers ses larmes abondantes. Sa réaction fut immédiate. « Victor » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu es venu. Mon fils, tu es venu me voir. »« Maman, je suis tellement désolé. » dit Victor d'une voix confuse et brisée. « Je suis désolé pour tout. Je suis désolé de t'avoir rejeté. Je suis désolé d'avoir fait comme si tu n'existais pas. Je suis désolé d'être arrivé à ton apogée et de ne pas avoir reconnu ce que tu as fait pour moi. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » Marina essaya de bouger, de se relever. Mais son corps ne lui obéissait plus. Elle ne put que tourner légèrement la tête vers son fils. « Victor, tout va bien maintenant. Tu es là. C'est tout ce qui compte. J'ai toujours voulu ça. Te voir en bonne santé.
te voir devenir quelqu'un d'important. Ce n'est pas bien, hurla Victor, la voix pleine de désespoir et de remords, tout son corps tremblant. Tu es en train de mourir, et c'est ma faute. J'aurais pu t'aider. J'avais des milliards de réaux et tu mourrais de faim dans les rues de São Paulo. C'est un crime. Ce que j'ai fait est un crime contre la personne qui m'aimait le plus au monde. Marina leva sa main faible et la posa sur le visage de son fils avec une tendresse infinie. Victor, écoute-moi. Tu as construit une vie. Tu es devenu quelqu'un d'important. C'est tout ce que j'ai toujours désiré. Que tu aies une vie meilleure que la mienne. Que tu ne souffres pas comme moi. Tu l'as fait. Tu as réussi. Tu as honoré mon sacrifice simplement par ton existence. À quel prix, maman ? Demanda Victor en embrassant désespérément la main de sa mère, ses lèvres effleurant la peau ridée et rugueuse qu'il avait tant travaillée. À quel prix si je te perdais ? Si je perdais mon humanité ? Si je devenais un monstre ? Maman, quand tu as frappé à ma porte ce jour-là, il y a tant d'années, j'aurais dû te laisser entrer. J'aurais dû te serrer fort dans mes bras. J'aurais dû te dire que j'étais désolé. Mais j'avais honte. J'avais honte de toi. Comment aurais-je pu ? Comment aurais-je pu avoir honte de la femme qui a tout donné pour moi ? Marina se mit à pleurer à son tour, les larmes ruisselant sur son visage maigre et ridé, ses mains se tendant à nouveau vers le visage de son fils. Tu n'étais qu'un petit garçon effrayé qui voulait devenir quelqu'un, échapper à la pauvreté. Je ne t'ai jamais blâmé, Victor, jamais. Pas une seule fois. Je voulais juste que tu saches que je t'aimais. Que tu savais que tout ce que je faisais, chaque seconde de travail, chaque heure de sacrifice, chaque nuit froide passée dans la rue à faire des ménages, était fait avec amour. Un amour pur, inconditionnel. Ils restèrent allongés ensemble dans ce petit lit d'hôpital pendant d'innombrables heures, mère et fils. Un père qui avait perdu son fils dans la ruée vers le succès. Victor tenait la main de Marina pendant son sommeil, les doigts tremblants, en pensant à toute la vie qu'il avait gâchée à toutes les années où il aurait pu être avec elle et où il ne l'avait pas fait se concentrant sur l'argent. Renata, l'infirmière, passa plusieurs fois devant la porte au cours des heures suivantes, et à chaque fois, ses yeux se remplirent de larmes sincères. Elle avait vu beaucoup de choses dans cet hôpital en 20 ans, mais il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir un homme riche et puissant pleurer sincèrement au chevet de sa mère âgée. Cette nuit-là, alors que la nuit s'approfondissait, Marina se réveilla à nouveau avec difficulté. Elle appela Victor plus près d'elle dans un murmure et, d'une voix à peine audible, lui demanda « Victor, m'aimais-tu ? Même petit, même seul à l'orphelinat, m'aimais-tu ? Ou bien ne ressens-tu plus que de la culpabilité ?» Victor prit la main de sa mère dans les deux mains, la pressant contre sa poitrine, près de son cœur qui battait à tout rompre. « Maman, je t'ai aimé plus que quiconque au monde. Je t'aime toujours profondément. Je t'aimerai toujours. L'amour que tu m'as donné était la chose la plus pure que j'ai jamais reçue de toute ma vie. Je l'ai gâché. J'ai gâché des années merveilleuses à le laisser de côté. Mais maintenant je vois clair. Je comprends l'ampleur de ce que tu as fait. Alors tout ce que j'ai fait en valait la peine, dit Marina, et un léger sourire sain apparut sur son visage, ce sourire qu'il avait maintenu en vie malgré toute la douleur qu'elle portait. Tu dois me faire une promesse, Victor. Une dernière promesse avant que je ne passe de l'autre côté, avant que mon corps ne me lâche complètement. Tout ce que tu veux, maman, je te le promets. Utilisez votre argent pour aider des gens comme moi. Ceux qui souffrent, qui sont sans abri, qui n'ont personne, qui n'ont pas d'enfants pour les aider. Servez-vous de votre succès pour faire le bien. Utilisez votre pouvoir pour soulager la douleur. Consacrez votre temps à servir. Promets-moi d'être différent. Promets-moi d'honorer mon amour en transformant ta vie. Les larmes coulaient sur le visage de Victor avec encore plus d'intensité. Je te le promets, maman. Je le jure de tout mon être, de chaque cellule de mon corps. Je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer les dégâts que j'ai causés. Je ferai tout ce que j'ai pour aider les autres. J'honorerai ton sacrifice. J'honorerai ton amour. Tu verras, maman. Je serai le fils que tu as toujours mérité d'être. Marina ferma les yeux fatigués, le visage enfin apaisé après tant d'années de souffrance constante. Et quelques heures plus tard, dans le silence de l'aube à l'hôpital, Marina Oliveira, la femme qui avait tout sacrifié pour son fils, celle qu'il avait aimée inconditionnellement malgré tous les cruels rejets, quittait ce monde. Elle partait avec la certitude que son fils l'avait enfin reconnu, que son sacrifice avait été vu et honoré, que son amour avait triomphé. Victor resta au chevet de sa mère même après sa mort. Il serra cette main désormais glacée et pleura, pleurant désespérément.
le poids de ces années de négligence, d'indifférence totale et de mauvais choix finissant par l'écraser complètement. Il resta là des heures, embrassant la main de sa mère, murmurant « Je suis désolé, maman », à travers ses larmes incontrôlables. La mort de Marina marqua un tournant décisif dans la vie de Victor, qui allait le transformer radicalement. Dans les jours qui suivirent ses funérailles dans la région de São Paulo, Victor ne se rendit pas à son bureau. Il ne répondit pas aux appels d'investisseurs importants. Il ne prit pas de nouvelles de ses entreprises multimillionnaires. Le cours de ses actions s'effondra. Ses associés paniquèrent. Mais Victor s'en fichait. Rien d'autre n'avait d'importance. Il resta dans son appartement regardant par la fenêtre la ville de São Paulo s'étendre sous lui, pensant à tout ce qu'il avait perdu, à toute cette vie malmenée, à toute cette richesse accumulée pendant que sa propre mère mourait littéralement de faim dans les rues glacées. Puis, exactement une semaine après les funérailles de Marina, Victor prit une décision qui allait complètement surprendre le monde des affaires brésilien. Il convoqua une conférence de presse d'urgence. Des centaines de journalistes et d'équipes de tournage se réunirent dans l'auditorium de son immeuble principal, dans le centre-ville de São Paulo. Victor monta sur scène et pour la première fois depuis des années, le public vit le milliardaire, profondément brisé, pleurer publiquement tandis qu'il racontait l'histoire de sa mère, avec sincérité et franchise. Il raconta tout avec une honnêteté brutale. Comment il était né pauvre, comment sa mère avait tout sacrifié pour lui, comment il avait rejeté et renié sa propre mère au nom du succès matérialiste, comment il l'avait laissé mourir de faim dans la rue pendant qu'il buvait des vins chers dans des restaurants de luxe. Il raconta cette nuit à l'élite gastronomique, cette nuit qui le hantait sans cesse, où il avait humilié sa propre mère devant des clients élégants, des investisseurs puissants, des personnes qu'il croyait importantes. « Je suis un fils raté », a déclaré Victor à la foule de journalistes, la voix brisée à chaque mot, les larmes aux yeux, mais je ferai tout mon possible pour ne pas être un échec humain. Je donne ma fortune. Tout. 50% pour créer des institutions d'aide aux sans-abri dans tout le Brésil. 25% pour créer des programmes éducatifs pour les enfants pauvres. 25% pour la recherche médicale sur les maladies qui touchent les pauvres. Je liquide mes entreprises. J'abandonne ma vie de luxe. Je donne mes yachts, mes voitures, mes propriétés. Je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer les dégâts que j'ai causés. La nouvelle se répandit dans tout le Brésil, puis dans le monde entier. On demanda aux milliardaires s'ils feraient de même. Les journalistes se demandèrent s'il s'agissait d'une véritable rédemption ou d'un simple exercice de relations publiques sophistiquées. Mais Victor se fichait de ces paroles creuses. Il ne pensait qu'à une chose, honorer irrévocablement l'héritage de sa mère Marina. Victor transforma son restaurant le plus célèbre, l'élite gastronomique, l'endroit où il avait humilié sa mère, en un centre communautaire offrant des repas gratuits aux plus démunis tout au long de la journée et un havre de paix pour dormir pendant les nuits froides. Le chef français fut muté dans un autre établissement privé et à sa place, Victor créa une cuisine communautaire où les sans-abri pouvaient travailler, acquérir des compétences culinaires professionnelles et retrouver leur dignité humaine perdue. Cet espace, symbole de sa réussite et de son arrogance, devint un symbole de compassion et de rédemption authentique. Il engagea Renata Silva, l'infirmière qui avait aidé sa mère, comme directrice d'un nouveau programme hospitalier innovant, offrant des soins médicaux gratuits aux personnes privées d'accès à des soins adéquats. Il créa des bourses d'études au nom de Marina pour les garçons et les filles pauvres, souhaitant étudier, faisant de sa mère une sorte de sainte patronne de son projet de vie radicalement transformé. Victor a personnellement visité chaque institution qu'il avait créée de ses propres mains et avec ses propres ressources. Il a discuté avec des personnes en grande difficulté. Il a écouté leurs histoires de souffrance, d'abandon et de lutte pour la survie. Et dans chacune d'elles, il a vu le visage de Marina. Il comprenait chaque jour davantage pourquoi il avait choisi cette voie du rejet pendant tant d'années et pourquoi il avait maintenant choisi le chemin inverse. André Silva, le maître d'hôtel qui avait été témoin de cette terrible confrontation au restaurant L'Élite, reçut personnellement la visite de Victor dans sa modeste demeure. « André, tu avais raison ce soir-là », dit Victor avec une sincérité absolue, les larmes aux yeux. « Tu m'as demandé de la compassion et j'ai refusé. Tu m'as demandé d'être humain et j'ai choisi d'être un monstre de cupidité. Pardonne-moi. » André, un homme qui avait beaucoup vécu dans sa vie professionnelle, serra Victor dans ses bras et pleura sincèrement avec lui. « Tu es sauvé maintenant », dit André avec conviction. « C'est tout ce qui compte. Tu as retrouvé le chemin de la maison, de l'humanité. » Les années passèrent d'une toute autre manière. Victor vieillit différemment de ce qu'il avait imaginé. La haine et la froideur qui marquaient autrefois son visage avaient complètement disparu. Elles avaient été remplacées par une profonde et sincère tristesse, certes, mais aussi par une compassion profonde et sincère pour chaque être humain qu'il croisait.
Ceux qui l'avaient connu avant et après disaient que c'était comme s'il s'était transformé. Et à bien des égards, c'était le cas. Victor ne s'est jamais remarié après son divorce avec Fernanda. Il n'a plus jamais recherché la richesse à des fins égoïstes. Il menait une vie volontairement simple, dans un petit appartement modeste d'un quartier bourgeois de São Paulo, mangeant des aliments ordinaires, se déplaçant en transports en commun, aidant les autres, découvrant des histoires vraies et offrant un espoir sincère. De nombreux journalistes ont tenté de l'interviewer pour relater son extraordinaire transformation. Victor a toujours poliment décliné. Il ne voulait pas être considéré comme un héros ou un modèle. Il savait qu'il avait commis un crime terrible, un crime de négligence totale, d'indifférence inhumaine, de faire passer le profit personnel avant tout et tous. Il passait sa vie à essayer de réparer ce crime irréparable. 15 ans après la mort de Marina Oliveira, Victor montait sur la scène du plus grand auditorium de São Paulo. Il avait été invité à recevoir un prix national pour son action humanitaire extraordinaire. Des milliers de personnes remplissaient l'auditorium, bénéficiaires de ses programmes, travailleurs sociaux dévoués, médecins humanitaires, éducateurs passionnés, familles entières qui avaient bénéficié de la transformation que Victor avait initiée au prix d'un tel sacrifice personnel. Lorsqu'il fut appelé sur scène pour recevoir son prix, Victor marchait lentement, prudemment, tel un homme profondément vieilli. Il avait vieilli non seulement en années civiles, mais aussi en compréhension profonde de la souffrance humaine. Ses cheveux étaient blancs comme neige. Son corps était affaibli par des années de dur labeur dans la rue, à aider les gens, à porter de lourdes charges, à mener une vie de bénévolat et de service sincère. Mais ses yeux brillaient encore de la détermination pure qui l'avait animé pendant toutes ces années de rédemption personnelle. Arrivé au micro, Victor n'a pas évoqué ses réussites personnelles. Il n'a pas parlé du nombre de vies qu'il avait aidées, des institutions qu'il avait créées, ni des sommes qu'il avait données à des œuvres caritatives. Il a plutôt affiché une immense photo sur l'écran derrière lui. Celle d'une femme âgée aux cheveux blancs ébouriffés, les yeux brillants d'amour pur malgré l'indescriptible souffrance qu'elle avait endurée. « Voici Marina Oliveira », dit Victor d'une voix faible mais cristalline dans le silence absolu qui emplissait l'auditorium. « Ma mère, la femme qui m'a élevé seule, la femme qui faisait le ménage pour que je puisse manger et grandir, la femme qui dormait sur le sol froid pour que j'aie un abri. Il y a 15 ans, un jeudi soir, je l'ai chassée de mon restaurant. Elle mendiait de la nourriture. Elle mourait de faim. Et moi, dans mon désir désespéré de conserver une image de réussite et de sophistication, de personne importante et respectée, je l'ai cruellement rejetée. Je l'ai humiliée devant tout le monde. Et quelques nuits plus tard, elle est morte. Un silence absolu régnait dans toute la salle. On pouvait entendre son cœur battre dans sa poitrine. Tout ce que j'ai fait ces 15 dernières années, poursuivit Victor en désignant la photo de Marina qui couvrait tout le mur géant derrière lui, n'est pas dû au fait que je suis un homme bon. Ce n'est pas dû à la noblesse de cœur ou à la compassion naturelle que j'ai toujours eue. C'est dû à ma culpabilité. Profondément, irrévocablement coupable de négligence absolue, coupable d'indifférence cruelle, coupable d'avoir préféré la richesse et le statut social à la compassion et à l'humanité fondamentale. Cette femme m'a absolument tout donné, tout. Elle a sacrifié chaque fibre de son être pour moi. Pour un fils qui est devenu exactement le genre de personne qu'elle craignait. Une personne sans compassion, sans cœur, une personne qui avait perdu toute son humanité. Victor marqua une longue pause, luttant contre les émotions qui menacèrent de le submerger. Des larmes coulaient abondamment sur son visage ridé. « Mais voici la plus belle chose que j'ai découverte au cours de ce voyage de 15 ans, poursuivit-il. La voix plus forte désormais, même dans la mort même après avoir été publiquement rejeté et humilié par son propre fils Marina Oliveira, a changé une ville entière. Son sacrifice, sa mort, son histoire d'amour inconditionnel m'ont inspiré, moi et des milliers d'autres, à nous traiter les uns les autres avec plus de compassion, d'humanité et de compréhension. Ces sacrifices, consentis pendant tant d'années en silence, ont finalement donné naissance à un mouvement d'humanité qui continue de grandir chaque jour. Marina n'a jamais connu son propre pouvoir transformateur. Elle n'a jamais imaginé l'impact qu'elle aurait sur des millions de personnes à travers son fils. Victor sortit une fine enveloppe jaunie de la poche de son manteau simple et usé. « Je ne suis pas ici pour recevoir une récompense », a-t-il déclaré avec une fermeté absolue, sa voix résonnant dans l'auditorium. Personne ne devrait recevoir de récompense pour avoir tenté de réparer les dommages qu'il a causés, pour avoir tenté de compenser une négligence criminelle d'une ampleur monumentale. Je profite plutôt de ce moment historique pour annoncer la création de la fondation Marina Oliveira Forever, qui s'occupera spécifiquement des mères âgées sans abri dans la région de São Paulo et d'autres villes brésiliennes. Il ne s'agira pas seulement de leur offrir un toit et de la nourriture, mais aussi une véritable dignité.
Il s'agira d'offrir à Marina ce que son fils n'a jamais reçu. La reconnaissance sincère de leur importance, de l'importance profonde de leur vie, de la valeur de leur amour inconditionnel. Lorsque Victor quitta la scène, la foule se leva. Ce n'était pas le genre d'applaudissements que le milliardaire avait reçu lors d'événements d'entreprise des années auparavant. Ces applaudissements creux, performatifs et froidement calculés. C'était un tout autre genre d'applaudissements émotionnels. C'étaient les applaudissements sincères de ceux qui avaient saisi la profondeur de l'histoire, sa portée spirituelle, l'ampleur de la véritable transformation humaine qui s'était produite devant eux dans cet auditorium. Au cours des années qui suivirent, jusqu'à sa mort à l'âge de 92 ans, Victor poursuivit son œuvre avec un dévouement obsessionnel et un amour sincère. Il visita personnellement chaque institution qu'il avait créée, chaque semaine si possible. Il entendit des milliers d'histoires de personnes vivant dans la rue, abandonnées, ayant tout perdu. Et dans chacune d'elles, il vit le visage de Marina se refléter profondément dans ses yeux. Il vit le sacrifice de Marina se refléter dans ses luttes quotidiennes. Il comprenait chaque jour davantage pourquoi il avait choisi cette terrible voie du rejet, et pourquoi il avait choisi le chemin inverse. Victor a transformé la région où il avait grandi, pauvre et abandonné. Il a créé des écoles gratuites pour les enfants de familles modestes, des dispensaires, des centres de formation professionnelle et des programmes d'hébergement pour les personnes âgées sans famille. Il a créé tout cela grâce à ses milliards transformés en actions humanitaires authentiques. Son héritage ne se mesure pas en dollars ni en biens, mais en vie transformée, en dignité retrouvée et en espoir ravivé. Victor est décédé à l'âge de 92 ans, dans un lit simple, dans l'un des refuges qu'il avait personnellement créés pour les sans-abri. Il avait passé ses dernières années à vivre littéralement parmi les personnes qui l'aidaient, partageant leurs difficultés quotidiennes, dormant dans des bâtiments qu'il avait construits pour accueillir les personnes dans le besoin. Lorsqu'il s'est éteint dans le silence de l'aube, ses derniers murmures furent « Marina, je viens te voir. Pardonne-moi. J'ai fait de mon mieux. J'ai honoré ton amour. » Ses funérailles furent les plus importantes que la ville de São Paulo ait connues depuis des décennies. Non pas parce qu'il était milliardaire, ce statut n'intéressait plus personne, et il l'avait de toute façon abandonné, mais parce qu'il avait profondément marqué la vie de toute une ville par sa rédemption authentique et sa transformation personnelle. Parce qu'il avait démontré de manière irréfutable que la transformation humaine est possible. Parce qu'il avait démontré que la rédemption n'est pas seulement un phénomène qui se produit dans les récits religieux ou les films, mais quelque chose qui peut véritablement se produire lorsqu'une personne affronte sa culpabilité la plus profonde, ses terribles erreurs, et choisit de vivre différemment d'être différente. Les institutions créées par Victor ont continué de fonctionner après sa mort avec efficacité et compassion. Elles fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Des milliers de personnes sont en vie, grâce au sacrifice absolu de Marina Oliveira, pour élever un homme qui, même après avoir été profondément perdu dans la cupidité et l'égoïsme, a retrouvé le chemin de l'humanité. Et aujourd'hui, lorsque l'on observe ces institutions disséminées à São Paulo et dans d'autres villes, lorsqu'on voit des personnes aidées, nourries, dont la vie est profondément transformée, on perçoit l'héritage non seulement de Victor, mais aussi de Marina, d'une femme dont la vie a été un pur sacrifice, dont l'amour était inconditionnel et éternel, et dont l'héritage a résonné à travers le temps bien au-delà de sa propre mort biologique. L'histoire de Victor et Marina nous enseigne quelque chose qu'on oublie facilement dans notre monde moderne, où tout se mesure en argent, en abonnés sur Internet et en statut social. La compassion authentique est la véritable valeur de la vie humaine. L'amour d'une mère pour son enfant vaut plus que toute fortune accumulée en banque. Et même dans les moments les plus sombres, lorsque nous avons complètement perdu notre humanité, lorsque nous sommes devenus des monstres de cupidité et de froideur, il existe toujours une chance, une dernière, de la retrouver. Et ceux qui nous ont aimés, même lorsque nous les avons cruellement rejetés, nous inspirent à devenir meilleurs simplement par leur existence dans ce monde, simplement parce qu'ils ont eu le courage d'aimer inconditionnellement malgré la douleur et le rejet. Si cette histoire vous a profondément touché, si vous avez reconnu quelque chose de vous-même en Victor, cette tendance humaine à se placer au-dessus des autres, à privilégier le statut social plutôt que la compassion, à ériger des barrières entre soi et son humanité, alors laissez-moi un commentaire pour me raconter le moment qui vous a le plus marqué, celui qui a touché votre âme au plus profond. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur « S'abonner » dès maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes nos histoires qui vous touchent profondément. Vous font pleurer sincèrement, vous font réfléchir profondément à qui vous êtes, et à la personne que vous souhaitez être à la fin de votre vie. Parce que des histoires comme celle-ci, des histoires de transformation authentique, de véritable rédemption, de la puissance absolue de l'amour maternel, de la possibilité de changer même dans les circonstances les plus désespérées, sont celles qui comptent vraiment dans la vie des gens.
Merci de nous accompagner dans ce voyage profondément émouvant. À bientôt pour la prochaine histoire qui vous touchera.